J'arriverai pas. Ah. Bonjour, mesdames et messieurs. On va attendre 2 ou 3 minutes. Ah, c'est arrivé tout le monde. Ok, on va commencer. Tout d'abord, au nom de l'Association des prisonniers politiques, nous vous donnons la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à présenter un livre parmi autant de choses que nous avons commencé en janvier pour la commémoration des 50 ans du coup d'État dans l'Uruguay et au Chili. Nous avons créé pour ça une coordination avec France Amérique latine, nos camarades uruguayens de Donde están, où sont-ils, et l'association des prisonniers politiques chiliens. Je vous remarque aussi, en général, nous avons donné une programmation, nous avons beaucoup de choses encore jusqu'au début décembre pour faire, pour commémorer, parce que c'est fondamental pour nous expliquer ce qui s'est passé au Chili il y a 50 ans. C'est pour ça que je vous invite à ça, s'il y a préférence. Il y a des choses qui vont se passer à part cette semaine aussi. C'est le 23 qui est avec nos camarades qui sont à Sèvres. Nous allons être là avec un... Pardon, 21, je m'excuse, c'est le 21. Et il y a une soirée aussi chilienne. Nous allons participer aussi au débat. Et le samedi 23, avec Aleph, le groupe Aleph, il a interprété une pièce de théâtre qui s'appelle Salvador Allende, où nous participons aussi. Voilà pour les annonces, et vous verrez qu'il y a une longue liste. Bon, on va commencer d'abord pour expliquer un peu ce que j'ai compris de ce qu'a écrit notre camarade Véronique. Bon, je comprends que peut-être c'est pas traduisible les noms qu'il a donnés en espagnol et les noms qu'il a donnés en français. Parce que c'est plus clair, malgré que la ressaca, c'est pas très connu non plus au Chili. Hein? On l'appelle pas comme ça. Mais c'est bien, au moins en espagnol, la resaca, qui vient, je pense, qui est du Mexique, non? Parce que, non, Espagne. Qui ça veut dire, non, il faut qu'il y sorte. La gueule de bois. La gueule de bois, il faut qu'il y sorte, et surtout, j'attends ça pour pouvoir dévoiler ma mémoire. Et c'est ça qui est intéressant dans son livre. D'abord, j'ai retenu très chose aussi quand elle était jeune et qu'elle se rappelle. Elle voulait être blonde, je ne sais pas pourquoi. Il voulait avoir des gros seins aussi. Je ne comprends pas non plus. Bon, il est bien comme ça, on l'aime comme ça, et peu importe ses physiques. D'abord. Et ce que j'ai compris, elle essaye, à mon avis, de faire un livre, comment ça s'appelle, d'investigation. C'est la première fois que je trouve quelqu'un qui n'est pas un journaliste qui essaie de faire ça. Et vous verrez, autour des temps, comment elle commence à découvrir. Elle, qui est fille des exilés politiques comme nous tous, mais aussi la nièce d'un militant des partis communistes chiliens qui est devenu tortionnaire. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec ça, et je le comprends. C'est difficile. Et dans tout son livre, elle essaye d'expliquer dans cette recherche, arriver à une vérité que j'ai découvert et je ne savais pas. Il a interviewé son oncle. Là, je ne sais pas, je l'ai découvert avec le livre. Il a essayé ça, malgré tout son bonne intention, mais au départ, on ne peut pas démontrer rien parce que ceux qui sont de l'autre côté, toujours ils vont faire la mensonge. Ils ne vont pas dire la vérité. Mais il a essayé. Elle aussi, j'ai ressenti qu'il a un peu peur de dévoiler certaines choses, surtout de sa famille, comment c'est passé. Nous l'admirons parce que c'est difficile. C'est difficile quand on doit parler, on a suivi
quand on a été en prison, la torture, tout ça, c'est difficile. Et même nous, en tant que parents, on ne racontait pas à nos enfants ce qui s'est passé. Et c'est déjà, je crois, que bien analysé et étudié pour les psychologues. En général, on le dit à la troisième, à la seconde génération. C'est-à-dire qu'on raconte mieux à nos petits-fils et à nos petites-filles. C'est ça. Je crois que c'est la même chose qui se passe avec Véronique. Hein. Sauf qu'elle a essayé de découvrir pour tout seul. Et à la fin, je crois que c'est bien ça, sans l'autorisation de sa mère surtout, elle parle. Et c'est bien. Parce que nous vivons à ce moment-là, aujourd'hui, le négationnisme partout, et surtout au Chili. Surtout que nous, en tant que prisonniers politiques, nous avons dit ce qui s'est passé avec nous, et nous voulons que tout le monde le sache. Mais le gouvernement a décrété qu'il fallait 50 ans, comme les Américains, ce qui s'est passé pour les côtés au Chili. Ils ne voulaient pas qu'il passe les générations, ils ne se sachent pas. Comme ça, il n'y aura pas de témoins pour pouvoir dire oui, c'est la vérité. Alors, son livre de Véronique, il a un double intérêt. Pourquoi? Parce qu'en général, quand nous racontons, nous, entre guillemets, les communistes, on ne dit pas la vérité, mais malgré tout ça, il y a quelqu'un de la famille ou d'autres personnes qui sont les désobéissantes, qui sont en train de raconter, et peut-être sont plus crédibles. C'est pour ça qu'en tant qu'association, une fois de plus, nous sommes très heureux de l'avoir dans notre association. Elle est venue comme ça, nous l'avons accueillie. À mon avis, je crois que personne de notre association a dit non, toi tu es la fille d'un tortionnaire. Non, je crois que c'est tout le contraire. Pardon, la nièce, pardon, excusez-moi mon lapsus, c'est la nièce. Mais avec tout ça, je crois que c'était important. Voilà ce que j'ai compris. Je ne vois pas beaucoup parce qu'il faut acheter des livres, suivre les choses, peut-être les personnes qui vont nous aider, ils vont peut-être raconter un peu plus, mais je crois que c'est ça pour moi l'essentiel. Ça fait partie de cette mémoire que nous devons construire, parce qu'il faut, une fois de plus, que jamais au Chili, il y ait ce problème des disparus, des tortionnaires qui ne sont pas tous punis, surtout qu'on n'a puni que des militaires pour l'instant. Tous les civils qui sont contrôlés, personne ne va en parler. C'est pour ça que, merci Véronique, une fois de plus, tu nous aides dans cette chose que nous faisons depuis 50 ans. Je passe malheureusement Gilles à charge qui va parler ensuite. Merci. Alors, on appuie là-dessus. Oui. Voilà. Si je parle comme ça, on m'entend? Oui. Bon, je voulais remercier. Alors, je suis avec Marie Montaigu, qui est cachée dans le fond de la salle. Je suis l'éditeur le fier éditeur. Et Véronica, très gentiment, a souhaité que j'explique un peu, non pas les circonstances, parce qu'elles sont assez banales, dans lesquelles nous avons publié ce livre, mais un peu le cheminement qui nous a amené à considérer que c'était un texte important et qu'il valait la peine précisément d'être présenté au public, c'est-à-dire stricto sensu, le publier. Alors, d'abord, peut-être sans m'étendre sur le métier d'éditeur, qui est un très beau métier, comme vous le savez, rencontrer un texte, c'est toujours un peu comme rencontrer une personne. C'est-à-dire que, de la même manière que autour de certaines personnes, pas tout le monde, mais autour de certaines personnes, il y a ce qu'on appelle un charme. C'est-à-dire que il y a autour également des œuvres ce que Walter Benjamin appelle une aura, autour de certaines œuvres. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être en présence de quelque chose qui est à la fois important et unique. C'est-à-dire, et sans que vous sachiez exactement dire ou assigner les raisons pour lesquelles vous pensez que c'est à la fois important et unique. Ça tient chez les personnes à des choses qui sont très impersonnelles, une manière d'être, une intonation, une tournure particulière. Et le charme, comme l'aura, c'est un peu à la différence du diable, ce qui se manifeste dans les détails. Et c'est ce que j'ai senti avant toute chose
en prenant contact avec le texte la première fois, en prenant contact avec le texte le manuscrit, on dit ça comme ça, de Véronica. Alors, c'est la première chose que je souhaite dire, c'est que j'ai senti, avant même que je ne comprenne de quoi traitait le texte, et je me permets d'insister là-dessus, qu'il y avait quelque chose d'important et d'original. Alors d'abord, je tiens à préciser que c'est rare, pas tous les jours que des textes nous tombent entre les mains comme ça, et on se dit, oulala, là il y a un truc. Et parce que probablement Véronica ne le savait pas elle-même, donc je tiens à le dire, elle le sait un tout petit peu. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Comme ça se passe assez habituellement, un ami commun me dit, tu sais, j'ai une copine qui a écrit un texte, et il me dit, c'est une amie sémioticienne qui parle d'un coup d'État au Chili. Du coup d'État au Chili. Théorique, n'importe quel éditeur normalement constitué part en courant. Donc, ouais, c'est pas tellement le coup d'État au Chili qui m'aurait fait fuir, mais la sémioticienne. Et on a vu arriver un texte qui se présentait comme un essai sur un concept dont je ne connaissais pas le nom, qui était celui de la post-mémoire. Et en effet, le texte entremêlait en fait deux niveaux d'inégal intérêt. Les deux étaient intéressants, mais ne m'intéressaient pas de la même manière. Le premier, c'était un traité très sérieux et très argumenté sur la post-mémoire, qui m'expliquait de manière très savante et très convaincante par ailleurs ce qu'il faut entendre par là. En gros, vous avez été victime, vous êtes porteur, si j'ose dire, de la mémoire d'un traumatisme que vous n'avez pas vécu. Et à ce texte-là était associé un récit autobiographique d'une une jeune femme chilienne, née dans un exil mexicain après le 11 septembre 1973, et qui a été élevée dans le souvenir de ce coup d'État et la répression qui s'en est suivie. Et là, j'ai eu un double problème. On a eu un double problème. D'abord, je trouvais que cette problématique, cette thématique de la post-mémoire, elle était intéressante. Elle était intéressante, non pas parce que, d'abord, je ne connaissais peut-être pas, je n'avais pas retenu le mot, mais le concept ne m'était pas totalement étranger de vivre un traumatisme dont vous n'avez pas été le témoin et dont vous avez hérité. C'est quelque chose dont certains d'entre nous en Europe connaissons bien. Et pour une fois, ça ne se passait pas en Europe. Donc j'ai trouvé que là, cette thématique était intéressante parce qu'en l'arrachant à l'Europe et en le projetant dans ce continent sud-américain que je connais fort peu, je n'y suis jamais allé, à mon grand gré, ça lui donnait une forme d'universalité que je trouvais tout d'un coup beaucoup plus très intéressante. Pas beaucoup plus intéressante. Ça fait de la post-mémoire un phénomène qui pose en fait une question qui finalement est assez universelle. Mais ce renouvellement de la question de la post-mémoire, que je voyais aborder de cette manière-là, de manière tout à fait nouvelle, n'était pas simplement lié et l'originalité du texte de Véronica n'était pas simplement liée au fait que Véronica est chilienne et que son texte parlait de du Chili, mais il venait de cet autre aspect dont j'ai parlé, qui était son récit autobiographique. Je voudrais faire là-dessus deux remarques brèves. D'abord, on a senti qu'entre les deux parties du texte, j'espère que Véronica prendra pas mal ce que je vais dire, il y avait un décrochage entre les parties, d'une part théoriques, sémiotico-universitaires, encore une fois tout à fait irréprochable, et j'aurais été dans son jury de thèse, je lui aurais mis très honorable, enfin tout ce qu'il fallait, quoi. Et d'autre part, la partie autobiographique. Je ne dirais pas qu'ils étaient moins intéressants, mais les éléments de charme dont je vous ai parlé dans la première partie, l'aura de ce texte, ils étaient dans cette partie autobiographique, on les retrouvait moins. Je ne dis pas que tu écris mal quand tu écris en sémiotico-universitaire, mais tu écris infiniment bien quand tu écris dans tes récits autobiographiques. Et ce sont ces éléments de charme qui
nous ont tout de suite séduits et qui étaient liés à ces parties narratives. En d'autres termes, ce qui était vraiment important dans le texte, pour nous, c'était les parties narratives. Alors on peut tirer deux conclusions de cela. La première, c'est que je me suis demandé pas très longtemps, parce que j'en suis à peu près persuadé, que la partie sémiotico-universitaire était en fait une excuse que Véronica se donnait pour pouvoir faire ce récit autobiographique. Bref, que la théorie était ici autant une volonté de mise en évidence, d'éclaircissement de la post-mémoire, qu'une certaine manière pour l'auteur de se cacher derrière tout ça quand elle voulait rendre compte concrètement ce que c'était pour elle. Et par suite, ce qu'était son écriture de cette post-mémoire. Donc, un auteur, c'est quand même quelqu'un qui ne manque pas de toupet. Parce qu'il prend la responsabilité de vous emprunter quelques heures de votre vie, c'est toujours précieux, enfin, c'est précieux pour moi, et pour vous faire partager son interprétation du monde. Donc il n'a pas intérêt à se louper. Véronica, je pense, était très sensible à ça, et d'un certain point de vue, elle avait ce toupet, mais elle ne l'avait pas complètement. C'est-à-dire qu'elle voulait bien nous prendre du temps, mais elle voulait se justifier en disant que vous allez apprendre plein de choses. Et donc, Véronica, qui est une fille bien élevée, elle a eu un peu de mal à s'affirmer comme autrice. Et je ne vous cache pas d'ailleurs qu'en règle générale, il vaut mieux cela que l'inverse. De s'affirmer comme auteur alors que c'était peut-être pas la peine. Donc, ça a été, notre travail d'éditeur, de ce point de vue-là, a été assez facile dans un premier temps. Je me dis, c'est vachement bien tout ce que tu nous proposes, mais on va peut-être alléger le manuscrit de toutes ces considérations théoriques intéressantes, mais on n'entend pas assez ta voix, et c'est ça qui nous intéresse. Ou on l'entend mieux dans ton récit autobiographique, et c'est ça qu'on a envie de publier. Et c'est ce qu'on a fait, et Véronica, assez facilement d'ailleurs, tiens, nous a suivis. Tout ça pour dire qu'on a bien travaillé. Elle a bien travaillé, mais quand je veux dire que elle a été une bonne autrice docile aux conseils et aux suggestions de ses éditeurs. Mais il faut quand même que le lecteur se rassure. C'est-à-dire que cette hésitation à parler en son nom, qui est l'autre sujet du livre, en tout cas un autre aspect du sujet de la post-mémoire, il est parfaitement lisible dans ce livre. Et il est du coup beaucoup plus intéressant. Dans la difficulté, je crois, très bien exposée dans le livre, que l'auteur rencontre pour dire « je ». C'est même un des sujets du livre. Donc, c'était mieux... voilà, il y avait un livre dans le livre, on a préféré juste publier le livre qui était dans le livre. Ce qui m'amène au dernier point, qui est précisément la question du croisement entre cette question de la post-mémoire et d'autre part cette mésaventure du jeu, si j'ose dire, qui parcourt le texte de Véronica. Car toute la question qui est posée dans cette histoire, c'est en fait d'arriver à faire sien ou sienne une histoire qu'on n'a pas vécue. Et surtout, et c'est ce qui fait la difficulté de l'opération, quand cette histoire n'est pas simplement glorieuse, mais quand elle a sa part d'ombre. Et c'est très précisément ce qu'on appelle, ce qui est être capable de répondre de son histoire, c'est-à-dire jusque-y y compris là où ça fait mal. Et cette capacité à se gratter devant le lecteur là où ça fait mal, c'est un peu ce qui est le trait d'un auteur, je l'espère confirmé, pas encore, on va en parler. Donc, c'est cette recherche de la responsabilité dans le livre que j'ai trouvé toujours remarquable. Et la responsabilité, c'est toujours une affaire individuelle. Ça n'est jamais une affaire collective. Quand bien mais surtout, ça concerne des phénomènes collectifs. Alors, c'est vrai que, vu d'avion, l'histoire sur les événements, et notamment comme celui du 11 septembre 73,
prend un point de vue surplombant, et ce point de vue a son sens parce que c'est ce qui nous permet d'en saisir, si j'ose dire, le sens général. Mais ce n'est pas de ça dont il est question avec ce livre. Ça ne permet d'en comprendre que le sens général. Mais la responsabilité de ces événements, elle a toujours besoin de deux choses. Elle a besoin de la lumière, c'est-à-dire d'éviter le mensonge, qui se dissimule toujours dans l'ombre, et en définitive, le mensonge, même s'il est bien intentionné, n'est jamais vertueux, et ne peut être que temporairement utile. Et d'autre part, il a besoin de la lumière, et d'autre part, la responsabilité a besoin d'individus qui, dans cette lumière, assument les événements, c'est-à-dire tous les événements, et tentent d'y répondre en leur nom propre, décidément je bafouille, c'est-à-dire sont capables de dire « je ». C'est cette émergence du jeu que raconte le livre. Donc un texte où se fait entendre une voix unique et originale, qui se confronte à sa propre vérité, et qui fait résonner chez le lecteur cette même vérité, afin que lui-même à son tour la fasse sienne, c'est ce qui s'appelle un bon livre. Et quand vous en tenez un, eh bien, il faut absolument le publier. Je vous remercie. Yvan Darrow. Bon, eh bien, écoutez, bonsoir à tous et à toutes, chers amis, queridos amigos. Voilà, hélas, je dois avouer pour commencer que je suis sémioticien. Donc je comprendrai que c'est partie j'ai d'excellents amis sémioticiens. Bien, mais je ne suis pas ici en tant que sémioticien, mais en tant que lecteur, invité par Hector Vasquez, que je remercie, et Veronica Estay, que je connais depuis longtemps. Et effectivement, ce livre, bon, je pourrais commencer par dire que c'est un livre qui m'a bouleversé, véritablement, et qui vous bouleversera. Donc réfléchissez bien avant de l'acheter. Mais effectivement, c'est un grand opérateur de transformation que ce livre. Bien. Alors c'est vrai que ce livre qui nous rassemble aujourd'hui, Survivre à la survie, a ravivé le foyer douloureux de souvenirs personnels de la dictature argentine, sur laquelle je ne m'étendrai pas, et qui a rejoint en atrocité celle de la dictature chilienne. Moi qui suis spécialiste de la petite enfance, je pense aux 500 bébés volés à leur mère assassinée en prison et confiés à des familles de militaires. Et ces bébés devenus adultes continuent de chercher leurs parents, aujourd'hui encore. Mais je n'en fus qu'un témoin à distance, ainsi du défilé chaque jeudi à 15h30, des mères puis des grands-mères des 30 000 disparus, tournant en rond sur la place de Mai, devant la Casa Rosada, siège du gouvernement, revêtue du châle blanc, couleur des langes de leurs enfants et petits-enfants. Elles tournaient dans le sens inverse des aiguilles de leur montre pour tenter de remonter le temps jusqu'au jour honni de leur disparition. Et à Buenos Aires, à l'époque, il m'était bien difficile de rencontrer une famille indemne de la souffrance des desaparecidos et de l'impossible deuil. Alors, présenter Survivre à la survie, Chili, une mémoire déchirée, c'est un défi redoutable. Et je vais dire un peu le contraire de l'éditeur, là, pardon. Car ce livre contient, dans sa belle introduction, sa limpide et claire présentation, et bien au-delà, l'écriture qui s'enclenche ensuite développe régulièrement, ponctuant les moments de récit, ce que j'appellerais une méta-écriture, une réflexion, par exemple, sur les conditions éthiques du dire. Dire ou ne pas dire, telle est la question shakespearienne qui traverse tout le livre. Je cite Véronica. Tu sais, tu sens plutôt de manière confuse
que parler c'est trahir, trahir les parents, les proches, les camarades et les compagnons d'une ancienne lutte qui, n'étant pas la tienne, se poursuit en toi. Donc je crois que Survivre à la survie est un livre qui va plonger le lecteur d'emblée dans un état passionnel inédit, marqué par l'incertitude, car il ne s'agit pas d'abord d'un essai politique de dénonciation de la dictature et de ses bourreaux. D'ailleurs, on le lui reprochera quand elle abordera la question si difficile des zones grises, espace à l'interface des bourreaux et des victimes. Il ne s'agit pas même d'un témoignage, car, dit-elle clairement, elle n'a rien vu, ni vécu de ce dont elle va parler. Alors voilà une double négation qui pose le problème d'un contenu étrangement vide du livre. Serions-nous embarqués, nous lecteurs, selon les mots mêmes de Stéphane Mallarmé, dans un insolite vaisseau d'inanité sonore, dans son fameux sonnet dit de Lix. Ce vide, cela dit, est très paradoxal, car il est dû à un trop-plein. Comment comprendre ça? Parce qu'elle nous le dit, je suis traversé d'histoire, d'histoire avec un grand H, comme si d'autres personnes, mortes ou vivantes, faisaient irruption dans mes pensées, mes souvenirs, mes rêves, aux moments les plus inattendus. Car dans sa recherche effrénée de traces, de preuves, de documents de toutes sortes, elle a pris le risque d'atteindre le point qui permet, comme dans la nouvelle de Borges, l'Aleph, de fusionner avec la totalité de l'univers des souffrants. Vous vous souvenez de cette nouvelle magnifique où effectivement Borges, qui se met en scène lui-même, se voit effectivement dans l'obligation de se rendre dans une cave, de se coucher au bas de l'escalier, d'attendre que ses yeux s'habituent à l'obscurité et regarder fixement la 19e marche. Au bout de quelques minutes, il verrait l'Aleph. Et qu'est-ce que c'est que l'Aleph? C'est le monde entier, passé, présent et futur. Mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural dont les hommes usurpent le nom, mais qu'aucun homme n'a regardé, l'inconcevable univers. Alors elle touche ce qu'elle appelle un faux Aleph. Pourquoi c'est un faux Aleph? Eh bien parce que ce faux Aleph, cette fusion avec la totalité de l'univers des souffrants, est source pour elle de souffrance et d'aliénation. Elle n'est plus elle-même. Et ça, c'est un problème. Alors, le programme inattendu de l'écriture est posé. C'est de ces autres qui la possèdent, littéralement, qu'il sera question dans ces pages. C'est d'eux, en fin de compte, qu'il est toujours question lorsqu'on n'a rien vécu, ou presque, et qu'on a pourtant l'impression d'avoir tout vu, tout éprouvé. Et Véronica de souffrir dans son corps. Les symptômes en sont multiples et fort douloureux, du syndrome qu'elle appelle celui de la post-mémoire. Et elle va travailler et saisir avec rigueur et minutie clinique la nature éprouvée de ce syndrome. Elle porte en elle, de manière énigmatique, tous les traumatismes des autres. Je la cite. « Jeune et vieille, dépossédée d'elle-même et envahie par d'autres, trop vide et trop pleine d'un passé partout présent, elle a voulu savoir si d'autres personnes souffraient des mêmes symptômes. » Et donc là, elle s'engage dans une démarche différente. Il lui faut, comme elle dit, extirper l'histoire pour pouvoir enfin entrer dans sa propre histoire. Car la quête d'identité entreprise présuppose le rejet de ce qui la possède. Il faut faire, en quelque sorte, place nette. Une fois que le corps eut dit, vomi, sué, pleuré et pâti l'histoire, celle-ci a pu suivre librement son cours vers la pensée ou la parole, fini les inflammations, les paralysies, les constipations. Alors, rien ne nous est épargné. Mais l'humour, tout de même, garde toute sa place quand elle fait le compte précis des heures de larmoiement et de la quantité des larmes versées. En fait, enfin, c'est le soulagement. Je la cite à nouveau.
et à supposer que l'on ait vidé ses valises, que l'on ait détaché de sa peau les réminiscences d'une mémoire enfouie, que l'on ait dressé l'inventaire des traces que l'on ait enquêtées en voulant ou pouvant savoir et comprendre, jusqu'à savoir et comprendre autant qu'il se peut, que l'on ait dévoilé un secret qui n'en était pas un, se poserait inévitablement la question du dire, quoi, à qui, dans quel but, avec quel mot. De toute façon, conclut-elle, je n'ai rien à dire, ou presque. Mais, ajoute-t-elle, dans la sphère privée, le droit à la parole reste notre dernière conquête. Lors de son retour au Pérou, prend place une série ordonnée de rencontres, celles dont André Breton nous dit qu'elles nous sont dues. Et oui, pourquoi j'ai dit de retour au Pérou? C'est un lapsus. C'est un lapsus, mais c'est vrai que nous avons beaucoup parlé du Pérou tout à l'heure, et donc de retour au Chili, bien sûr, et ces rencontres sont les points culminants de la réussite de l'écriture, véritables hypotyposes, tant elles sont porteuses de présence et de vérité. C'est une figure de rhétorique que tout le monde a oubliée, mais qui permet de rendre une scène extrêmement présente et vivante. Si elles sont soigneusement imaginées, anticipées, ces rencontres, leur déroulement à chaque fois imprévu fait jaillir leur authenticité. Ainsi celle de la cousine Kabila, d'abord non-verbale, puis fatigue grâce au pisco et aux cigarettes, pour le lien avec surtout, bien sûr, la rencontre si risquée avec l'oncle dont on ne parle pas. Vous mettez des traits d'union partout. El Fanta, dans l'appréhension de rencontrer, non un psychopathe ou un monstre, mais un homme suscitant son empathie. Elle a très peur d'éprouver de l'empathie. Sans oublier la rencontre si difficile, a priori, avec Manuel Guerrero, dont le père fut assassiné avec la complicité de son oncle. Elle vomit par les pleurs, vomit la peine, vomit l'angoisse, vomit les souvenirs, les siens et ceux des autres. Par la bouche, par le nez, par les yeux, elle expulse l'histoire, avec un grand H, jusqu'à se vider complètement. Enfin libérée, elle dispose maintenant d'un espace psychique lui permettant d'accepter de participer à la collecte et la publication des écrits des désobéissants argentins, au début, qui vont effectivement susciter l'émergence ensuite des désobéissants chiliens. Elle peut s'emplir des histoires des autres, qui ne risquent plus de la posséder, mais contribuent maintenant à alimenter son identité, faisant avec elle communauté. Je la cite. Elle parle d'elle-même à la troisième personne, comme souvent dans le livre. Elle a assimilé ces histoires dans leur unicité, dans leur dramaturgie intime, rodée à l'exercice de l'usurpation, et les a faites siennes. En même temps, elles lui paraissaient toutes avoir une potentialité politique, comme si, au-delà des expériences individuelles, elles invitaient à faire communauté. Dorénavant, elle ne parle pas des autres, comme elle s'efforçait de le croire, mais pour eux, avec eux, au nom de ces autres, qu'elle est aussi maintenant. Et surgit ainsi et s'impose non seulement ce qu'elle appelle une nouvelle mythologie, mais une nouvelle culture qui se bâtit dans le dépassement, ou sur le dépassement, pourtant inimaginable, des contraires et des haines, les bourreaux et les victimes. Ton ouvrage, Véronica, est en fait un grand roman de la perte et de la quête réussie d'identité qui tresse, reprenant l'activité de Tanner dans sa cellule, tu te souviens, qui tresse narration historique, réflexion philosophique et sémiotique et autobiographie. Tressage non pas pour tuer le temps immobile de l'emprisonnement, mais pour tisser le temps de la vie qui se substitue à celui de la survie. Paradoxalement, je pense que ce choix confère à ce livre une force inattendue pour faire exister
l'horreur de la dictature chilienne qui atteint et pénètre tous les sens du lecteur. Sans oublier, j'y tiens beaucoup car je suis littéraire de formation, la grande qualité littéraire de la langue que tu t'es si brillamment appropriée malgré ton hispanophonie de naissance. Nul doute, osais-je penser, que cette belle acquisition d'une langue étrangère a joué un rôle paradoxal mais puissant dans ta quête réussie d'identité. Car ta langue fait exister le monde, véritablement. Mais tu ajoutes à cette quête un apport décisif aux recherches actuelles sur la transmission épigénétique du traumatisme, la post-mémoire, avérée d'abord dans le monde animal, j'ai étudié un peu ce phénomène, et maintenant dans le monde humain. J'ai rencontré la post-mémoire dans mon travail de psychothérapeute à l'hôpital. Osant reprendre, pour finir tout à fait, les mots de Pablo Neruda, qui ferme ton livre en l'ouvrant sur l'infini, c'est un livre ineffaçable, imborrable, que tu nous offres, ainsi en transformant si poétiquement le silence du grand-père en murmure sous la mer qui accueille ses cendres. Il vient d'être incinéré. Je cite Pablo Neruda, qui parle d'un latido, un sonido bajo el mar. D'ailleurs, la Resaca de la Memoria, le ressac de la mémoire, est le beau titre du livre en espagnol, la mer toujours recommencée. Ça, c'est Paul Valéry. Verónica, querida niñita centenaria, pero no aparenta tu edad. Bienvenido a su país, Francia, al que honra con su dinámica presencia, su activismo internacional y sobre todo su escritura. Gracias. Maintenant, notre chéri camarade. Merci. Je suis très émue. Je voudrais avant tout remercier de tout cœur l'association des ex-prisonniers politiques dont j'ai l'honneur de faire partie, d'avoir organisé cette rencontre, ainsi que la Maison de l'Amérique latine qui depuis si longtemps nous accueille dans ses installations avec tant de générosité. Je remercie en particulier Héctor Vázquez, notre président, non seulement pour cette présentation, mais aussi pour son travail infatigable dans la coordination de l'association et dans l'organisation des activités de commémoration des 50 ans du coup d'État au Chili. Je voudrais également remercier les éditions Calman Lévy et notamment Gilles Achage de m'avoir accordé sa confiance pour la publication de ce livre qui contient des questions plutôt que des réponses et qui plonge dans les zones les plus sombres de la mémoire historique. Merci à Gilles ainsi qu'à Marine Montaigu et à Marie Merveilleux de m'avoir aidé à donner à ce récit la forme qu'il a aujourd'hui. Merci aussi à Charlotte Varlet qui n'est pas là pour le travail de diffusion. De même, je remercie Yvan Darro-Harris, sémioticien comme il l'a dit, et ami de longue date, pour ses paroles et pour son soutien indéfectible au fil des années. Je vous remercie enfin, vous tous, de votre présence qui me touche énormément. Je m'appelle Véronique Estay-Estangue. Je n'ai jamais eu de difficulté à le dire. Je m'appelle Véronique Estay-Estangue et je suis fille d'exilés politiques survivants de la dictature de Pinochet. Il m'a fallu une dizaine d'années pour pouvoir le dire ainsi, ouvertement. Je m'appelle Véronique Estay-Estangue et je suis aussi la nièce d'un responsable des crimes contre l'humanité qui porte ce nom, Estay, Miguel Estay, dit El Fanta, connu au Chili sous son pseudonyme de militant communiste. Il m'a fallu plus de 20 ans pour l'assumer et l'exprimer publiquement. Mon livre « Survivre à la survie » rend compte de ce processus. Cet ouvrage, je l'ai écrit d'abord en français. Fille de l'exil
j'avais besoin de me plonger dans une langue autre que la mienne pour y trouver une nouvelle appartenance. Ensuite, j'ai traduit le livre en espagnol. Le titre dans ma langue n'est pas le même qu'en français. La resaca de la memoria, le ressac de la mémoire. Car en espagnol, le mot ressac désigne non seulement le retour des vagues de la mer sur elle-même, mais aussi, métaphoriquement, la gueule de bois, comme l'a dit Hector. Cette gueule de bois avec laquelle on se réveille, où on est, où on grandit, après l'effervescence des événements. Par ailleurs, la belle image de la couverture du livre en espagnol, un dessin de Rafael Monreal, intitulé Tourbillon, merci Raphaël, je crois qu'il n'est pas là, illustre, ah si, il est là, merci Raphaël, il illustre la confusion dans laquelle on est pris lorsqu'on porte un héritage de la sorte. En tout cas, en français et en espagnol, ce livre raconte le processus d'assomption de cet héritage individuel et collectif alors qu'on n'a pas vécu les événements en question. L'histoire de ma famille condense de manière presque caricaturale l'histoire de tout un pays. Mes parents, prisonniers politiques torturés, mon oncle, prisonnier politique qui s'est retourné sous la torture et qui a continué à collaborer jusqu'à devenir un tortionnaire tristement célèbre au Chili, condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Le travail d'écriture de ce livre a duré environ 2 ans. Mais la prise en charge de cette histoire, l'enquête préalable et la recherche du ton juste qui me permettrait d'exprimer des émotions parfois si intenses et si lointaines ont impliqué un travail de longue, très longue haleine. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce travail, je ne l'ai pas accompli toute seule. Pour le mener à bien, la présence et le soutien de mes amis, proches et inconditionnels, ont été fondamentaux. Majid, Javiera, Françoise, Juan, Anne, Bruno et beaucoup d'autres personnes, ces amis, dont certains sont là, ont supporté mes obsessions, mes angoisses et même mes effondrements au fur et à mesure que je découvrais les douloureuses réalités et vérités dont ce livre rend compte. Au cours de l'enquête préalable à l'écriture, enquête qui m'a permis de mesurer l'ampleur du crime, sa portée et ses conséquences, j'ai été accompagnée par des hommes et des femmes qui, avec une patience et un dévouement infini, ont tracé le chemin de la mémoire. Grâce à eux, j'ai pu apprendre des noms, des lieux, des circonstances et comprendre le fonctionnement du système répressif qui a conduit à l'arrestation de mes parents et auquel mon oncle a participé activement et volontairement. D'une manière générale, je pense aux associations de défense des droits de l'homme et aux familles des victimes de la dictature chilienne, sans lesquelles il aurait été impossible d'accéder à la vérité des faits. Dans la recherche du ton juste pour écrire une histoire qui en principe me semblait impossible, j'ai été accompagnée par des dizaines et des dizaines de membres de ma génération, aussi bien chiliens qu'argentins, que j'ai connus à travers des livres et des films. Pendant des années, je me suis consacrée à leur étude et à leur analyse, en devenant leur ami intime sans qu'ils le sachent. La deuxième génération de la dictature est celle de retardataires, comme je les appelle, ceux qui sont arrivés trop tard, alors que le train de l'histoire était déjà parti. Certains d'entre nous avons voulu être des guerrilleros dans notre enfance, c'est mon cas. On rêvait de faire la révolution, on chantait les chansons de la Nueva Trova latino-américaine et on répétait avec ferveur les slogans de nos parents. D'autres ont vécu dans le silence et l'occultation, au milieu de secrets et des mensonges dont ils ont peu à peu réussi à se libérer ou pas. Malgré ces différences, nous portons tous, chacun à notre manière, l'héritage de la dictature. C'est la post-mémoire que Sokofai, ici présente d'ailleurs, m'a fait découvrir, le terme de post-mémoire. Nous sommes nés et avons grandi avec des souvenirs qui n'étaient pas les nôtres. Un peu nostalgiques, un peu étourdis, un peu perdus, un peu égarés dans le monde, avec une gueule de bois, en somme, comme au lendemain d'une beuverie triste. Nous avons dû nous débrouiller pour survivre à la survie, réelle ou symbolique, de ceux qui nous précèdent. Vous pourrez sûrement tous, d'ailleurs, vous reconnaître dans cette expérience,
car chacun d'entre vous est probablement dépositaire d'une mémoire traversée par des silences, par des déchirements et par des traumatismes individuels ou collectifs. En écrivant ce livre, j'ai voulu qu'il soit non seulement un témoignage personnel, mais aussi une sorte d'ode à cette génération qui est et qui aura été la mienne. Ce récit parle donc des enfants de l'exil, parmi lesquels je me compte, des enfants de la prison et de la torture, parmi lesquels je me compte aussi, des enfants des disparus, parmi lesquels je ne me compte pas, des enfants des exécutés, parmi lesquels je ne me compte pas non plus, des enfants des neutres, parmi lesquels je ne me compte pas, des enfants et parents des bourreaux, parmi lesquels, malheureusement, oui, je me compte. L'une des choses que j'ai apprises en lisant les écrits et en regardant les films de mes semblables, c'est la nécessité d'introduire un peu de fiction dans la réalité, d'imaginer ce que nous n'avons pas vécu, de le réinventer afin de lui donner un sens. C'est pourquoi ce livre, bien que fondé sur des faits réels, est un peu traversé par la fiction. Et avant tout, la fiction de celle que je suis et qui se dédouble, se démultiplie. Je suis moi, mais aussi une autre, beaucoup d'autres. Je est la fille de, la nièce de, la mexicaine de naissance, la chilienne par héritage, la française d'adoption. Je est la gamine qui a toujours voulu retourner au Chili, la guerriera ratée, la fouineuse qui voulait tout savoir, la militante de fin de soirée. En écrivant ce livre, les plus grandes difficultés auxquelles j'étais confrontée en tant que fille d'eux sont liées à des dilemmes éthiques très profonds. Le premier de ces dilemmes a à voir avec la légitimité. De quel droit pouvons-nous parler d'une histoire qui ne nous appartient pas en propre, puisqu'elle a commencé alors que certains d'entre nous n'étaient même pas encore nés? Comment pouvons-nous nous référer à ce qu'ont vécu nos parents sans usurper leur expérience et sans nous approprier leur douleur? Plus généralement, quelles sont la portée et les limites de ce qu'on appelle la filiation? J'ai trouvé la réponse, ou les réponses possibles, dans le dialogue avec mes semblables, les retardataires, et avec leurs œuvres. Mais il y a encore d'autres dilemmes auxquels j'ai dû faire face, non plus en tant que fille d'eux, mais en tant que nièce d'eux. Descendants de criminels, parias de l'histoire, avons-nous la légitimité de nous exprimer pour défendre des principes diamétralement opposés à ceux de nos parents? Avec quel mot, sur quel ton et surtout, encore une fois, de quel droit pouvons-nous nous associer au travail de mémoire? Pour faire face à ces derniers dilemmes qui m'ont longtemps paralysée, moi, la nièce d'eux, j'ai compté sur le soutien fondamental de mes camarades de militantisme, les membres du collectif, désormais international, Histoire désobéissante, descendants de tortionnaires pour la mémoire, la vérité et la justice. Ce sont ces fils et filles, neveux et nièces, petits-fils et petites-filles de criminels contre l'humanité qui m'ont appris le courage et la dignité d'assumer ce que nous sommes et de le transcender. C'est avec eux, grâce à eux, que la nièce que je suis a pu sortir du placard. Ensuite sont venus les camarades survivants de la dictature, mes très chers camarades de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France, qui connaissant mon histoire et sachant que j'étais autant une fille d'eux que nièce d'eux, m'ont accueilli à bras ouverts. C'est grâce à eux que la fille d'eux a réussi à assumer l'héritage de la prison, de la torture et de l'exil. En leur rendant hommage, je citerai l'un des passages de mon livre qui leur est consacré. Ils sont sympathiques, ces ex-prisonniers politiques. Elle n'avait jamais osé les approcher. À leur contact, elle retrouve quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps, un autre fragment d'un rêve brisé en 1000 morceaux. Vous m'avez tellement manqué, aimerait-elle leur dire. Elle s'entend les appeler compañeros, comme si elle les connaissait déjà. Elle se voit sororisée, fraterniser avec eux. Ne sororise pas trop, tu es la nièce d'un tortionnaire, la souffrance des victimes n'est pas tout à fait la tienne. Ta gueule. Au bout de plusieurs rencontres, l'un des camarades lui pose la question. Veux-tu nous rejoindre? Oui, 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 elle veut bien. Évidemment, elle veut bien. Pendant des années, elle l'a souhaité plus que toute autre chose au monde. La fille des victimes accepte donc, reconnaissante, honorée. L'autre, la nièce du bourreau, se tient à l'écart. À ton tour, maintenant. Enfin,
Il y a les personnes dont l'histoire a tragiquement croisé la mienne, les parents des victimes directes de mon oncle. Pour ceux qui ne le savent pas, mon oncle, Miguel Estay Elfanta, a participé à l'égorgement de 3 militants de gauche, 2 enseignants et un graphiste, Manuel Guerrero, José Manuel Parada, Santiago Natino. Eh bien, j'ai rencontré leurs enfants, Manuel Guerrero, Camilo Parada. J'ai rencontré l'une des veuves, Estela Ortiz. J'ai rencontré la belle-sœur de cette dernière, Maria Luisa Ortiz. C'est à elle et à eux que je dois la certitude que malgré tout, l'humanité persiste et la certitude que malgré tout, il vaut la peine d'élever la voix. Avant de conclure, je voudrais citer un autre fragment de mon livre où je raconte la rencontre avec 2 de ces personnes. 15 minutes, 20 minutes passent. Assise sur un banc dans la cour, elle attend. C'est Pepe qui vient lui annoncer. Il est là, il est arrivé. Guerrero, Manuel Guerrero, fils de Manuel Guerrero. Les jambes en coton, elle marche vers l'auditorium. Des gens discutent devant la porte avant de commencer la séance. Des gens qui, pour la plupart, savent que cette rencontre sera beaucoup plus qu'une table ronde. C'est là qu'elle l'aperçoit. Manuel Guerrero, fils de Manuel Guerrero. Il est en train de parler avec l'un des organisateurs. Elle s'approche, elle se place devant lui, à quelques mètres. Il arrête de parler avec son interlocuteur. Silence. Soudain, silence. Les gens se taisent, les enseignants dans les salles de cours aussi, les voitures dans les rues s'arrêtent, les passants sur les trottoirs aussi. Dans les jardins publics, les oiseaux cessent de chanter, le vent ne souffle plus, la ville devient muette. Il la regarde. Dans les traits de son visage, peut-être cherche-t-il à reconnaître ceux du criminel, en essayant d'y trouver le dernier regard qu'il a porté sur son père. Il la regarde, il la regarde. Elle le regarde en retour, les yeux dans les yeux, pendant 5 secondes, 10, 1 minute, 1 heure, 1 siècle, une éternité. Tout est contenu dans ce regard, la souffrance, la mort, la vie, l'espoir, ton histoire, mon histoire, l'histoire. Avec le fils de José Manuel Parada, Camilo Parada, l'effet de l'échange, quelques mois plus tard, a été atténué par la distance. À travers un message téléphonique, il m'a proposé d'intervenir au nom des désobéissants dans une émission de radio anticapitaliste, en ajoutant « Un jour, nous nous rencontrerons, nous prendrons une bière ensemble et nous rirons de tout ça. » D'accord pour la bière, mais pour le reste. Mon oncle à moi a participé à l'assassinat de ton père à toi. Tu n'avais que 9 ans, Camilo, et tu es resté orphelin. A-t-on le droit de rire alors que ça fait mal? Dans mon livre, j'essaye de répondre à cette question également. Je m'appelle Verónica Estay Estangue, je suis la fille d'exilés politiques survivants de la dictature de Pinochet, et je suis aussi la nièce d'un responsable des crimes contre l'humanité. En le disant ouvertement et publiquement, je veux rendre hommage au Guerrero, au Parada, au Natino. 50 ans après le coup d'État, il nous faut survivre à la survie de ceux qui nous précèdent, pour vivre tout simplement, pour vivre pour eux, avec eux, et aussi pour nous-mêmes. À 50 ans du coup d'État, les blessures ne sont pas encore cicatrisées. Je ne sais pas quel sera le destin de ce livre, mais j'espère seulement que modestement, il contribuera à ce que la ressaca, la gueule de bois, ne s'accompagne pas d'amnésie. Merci. Bon, comme vous voyez, on a 3 lectures des livres. Et c'est intéressant. C'est ça qui va provoquer que tout le monde puisse le lire. Et avant de donner la parole, parce que vous pouvez parler aussi, s'il vous plaît, j'annonce aussi que le 28 octobre, dans cette même salle, nous aurons la présentation des livres des femmes contre Pinochet avec l'auteur, notre camarade et ami Samuel Laurent Sou, qui se trouve au fond de la salle. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez intervenir? Des questions?
déjà, ah, ça va? Je pense que ça marche. Oui. Ça marche. Bah, déjà, je pourrais dire un très grand merci. Et c'est vrai, c'est douloureux, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, c'est vraiment terrible. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas entendu une seule fois la notion du pardon. Le pardon mutuel. Qu'est-ce qu'on a dit nous quand on a quitté le Chili? Ni pardon, ni oubli, parce qu'il y a des choses que c'est impardonnable. Ouf, le pardon, c'est une immense question. Il n'en est pas question dans mon livre, c'est vrai. Ce que je pense, en dehors du livre, c'est que je ne crois pas au pardon collectif. Je crois que le pardon, c'est une question individuelle et même intime. C'est à chacun de décider s'il veut pardonner ou pas ses bourreaux. Et il est difficile aussi d'accorder le pardon lorsqu'il n'a pas été demandé. C'est qui est le cas au Chili. Alors peut-être il y en a qui réussissent à pardonner sans qu'on leur demande pardon. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait au moins reconnaissance de la faute pour qu'ensuite la question du pardon puisse même se poser. Donc je ne crois pas à la réconciliation non plus, pas tant qu'il y ait sanction des coupables, réparation de toutes les victimes. Et le pardon, je pense qu'il reste un suspens. Et puis je crois que ça relève de l'intime, de l'individuel. Oui. Plus près de la bouche, s'il vous plaît. Plus près. Près de la bouche. J'étais très émue de t'entendre et je crois que j'étais un peu prétentieuse de penser que je pouvais faire un compte rendu de ton livre parce qu'il est tellement dense ce que tu racontes qu'il me faudrait à mon tour de faire un travail de recherche sur toi pour pouvoir écrire sur toi. En tout cas, je vais le lire avec beaucoup d'intérêt parce que je crois que c'est un cas très particulier, le tien. Je t'ai relu à tous ces personnes qui sont descendants des ancêtres qui sont faits de fortune ou qui sont faits un nom avec des crimes contre l'humanité. Je pense à des personnes qui sont découvertes, qui sont descendants d'esclavagistes. D'une certaine façon, tu me rappelles ces gens-là. Tu ne veux pas te demander pardon, ce n'est pas nécessaire. Tu m'as fait aussi un cours sur le cœur quand tu as parlé que ton oncle a participé à la mort de José Manuel Parra, à qui j'ai connu quand il était petit. J'étais déjà une jeune femme et j'ai visité Maria Manuel de Roberto Parra. Et je l'ai vu enfant. Voilà. Merci pour tes paroles. Et je serais tout de même heureuse que tu fasses un compte rendu, mais d'autant plus que tu es écrivaine. Donc je pense que tu pourrais... Bon, voilà, j'admire beaucoup ton travail. Bonsoir, on m'entend? Oui. Juste un témoignage, je m'appelle Paulina Esté aussi. Je suis fille de réfugiés politiques. Je ne suis pas nièce d'un tortionnaire. Je suis contente de te retrouver pour cette histoire de la post-mémoire qui m'anime autant que toi. Je suis venue aujourd'hui parce qu'une amie à moi, une amie chilienne qui te connaît, m'a parlé de ton histoire. Et on a beaucoup ri toutes les deux parce que je lui ai dit mais c'est peut-être ma cousine. Mais non, bon, peut-être.
En tout cas, merci pour tout ça et pour cette génération qui est la nôtre et qui n'est pas toujours évidente avec cette histoire qui n'est pas la nôtre, mais qui est quand même la nôtre. Merci. Merci à toi. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, je voulais, à la suite d'autres personnes de notre génération, mais dire aux autres membres de notre génération que cette histoire-ci, elle nous appartient aussi. Parce que nous éprouvons les effets sans avoir connu les causes, mais nous l'apportons à nous-mêmes. Donc c'est vrai que la question de l'affiliation se pose aussi. Est-ce que nous avons le droit de nous approprier cette histoire? J'ai conclu, en lisant aussi mes semblables, que lorsqu'on donne la vie à quelqu'un, on lui donne aussi son histoire. Donc nous avons cette histoire avec nous et elle est à nous aussi. Donc voilà. Bonsoir, je vous remercie pour ces comptes rendus impressionnants. Je n'ai pas entendu depuis le début, je suis arrivé un peu en retard, mais c'est plutôt un commentaire et un appel qui me résonne dans vos mots. C'est le fait que vous n'êtes pas fille d'eux, ni nièce d'eux, vous êtes vous. Et j'ai, comment dire, je n'ai pas souffert parce que je suis homme, mais je suis trop critique de voir que toutes les femmes qui apparaissent, ne serait-ce que sur la scène publique, politique ou culturelle, ou même journaliste, ne peuvent pas exister en tant que personne en entier, mais en tant que fille de, sœur de, nièce de, et ce qu'on appelle que votre existence ne dépend pas de vos ancêtres. C'est vous qui choisissez votre chemin, c'est vous qui dictez votre destinée. Et comme disait Goethe, d'une phrase que je n'ai jamais pu prouver si c'est vraiment lui qui l'a dit, mais une phrase très intelligente qui disait « Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi ?» Oui, je crois que la question d'être fille de ou nièce de ou fils de, neveu de ne concerne pas que les femmes. Je crois qu'il y a dans notre représentation culturelle un atavisme de la filiation. Donc évidemment, on peut s'en détacher, et c'est ce que les désobéissants font, et de manière beaucoup plus radicale que moi, parce que moi je n'ai pas connu cet oncle, mais eux, c'est leur père, souvent c'est leur père, leur grand-père, qui a été tortionnaire. Et dans l'imaginaire culturel autour de la filiation, il suffit de penser à la Bible, où la faute se transmet jusqu'à la 3e ou 4e génération, où voilà, où à certains, on dit tel père, tel fils. Donc c'est une réalité en fait. Et qu'on peut aller à l'encontre de ça, c'est vrai, mais je crois qu'il faut prendre en compte le fait que ça existe bel et bien. Et juste dans le livre, je raconte une fois une rencontre que j'ai eue avec une ancienne militante qui était camarade de mes parents, de ma famille, et elle ne savait pas qui j'étais. Quelqu'un lui a dit mon nom de famille, et il a dit c'est la fille de. Tout de suite elle a fait les comptes, c'est aussi la nièce de. Elle s'est levée de la table et elle a quitté le dîner. Donc pour dire que ce n'est pas seulement soi-même qui se sent un peu lié à une filiation, mais dans la réalité, dans la société, la représentation filiale de la filiation est très forte. Mais il faut aller à l'encontre de ça. Merci. Bonsoir, je vous remercie infiniment pour les organisateurs et aussi pour l'auteur. Vous m'avez rappelé plein de choses. Je n'ai pas encore lu votre bouquin, mais je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Personnellement, j'ai connu la disparition, la torture et de longues années de prison au Maroc. Et je me sens, entre guillemets, chanceux parce que quand on parle des disparus qui ne se sont pas réapparus depuis 50 ans, on a aussi des cas pareils au Maroc. Mais je veux juste réagir par rapport à la question de pardon.
Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et parce que même les gens qui sont au pouvoir, ils disent, l'un des conseillers de l'actuel roi du Maroc, il dit non, maintenant la question, ça y est, le pardon, c'est le problème est réglé. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Il faut voir et regarder dans l'avenir. Sauf que, moi, je suis d'accord, pourquoi pas, mais actuellement, il y a des disparus au Maroc, il y a encore des tortures, etc. C'est ça la question. La question de pardon, je suis d'accord, c'est une question individuelle. Il faut qu'on reconnaisse ces crimes et demander pardon. Et on a vu l'expérience sud-africaine, à mon avis, qui a échoué. Desmond Tutu, Mandela, etc. Finalement, il n'y avait pas une relecture de ce passé d'apartheid en Afrique du Sud. Alors, quand on ne lit pas, quand on n'analyse pas, quand on revient vraiment pas sur toutes ces expériences, on risque toujours de refaire la même chose et d'avoir des cas de torturés, de disparus, etc. Et je vous remercie infiniment. Merci à vous. Et je suis entièrement d'accord avec vous. On ne peut pas construire un futur différent si on ne regarde pas vers le passé. Donc c'est là tout le sens du travail de mémoire. Il ne s'agit pas de ressasser toujours la même histoire, mais de construire un autre avenir. Hélène. Oui, alors moi je suis uruguayenne et donc la dictature uruguayenne a beaucoup ressemblé à ce qui s'est passé au Chili. Je pense que il doit y en avoir des comme toi qui ont à la fois dans leur famille des résistants à la dictature et peut-être aussi des tortionnaires, parce que c'est un petit pays où tout le monde se connaît. Donc le fait d'aborder cette question de post-mémoire est très important, parce que la post-mémoire fait partie de la mémoire. Et tant qu'il y a de l'impunité, tant que les crimes de la dictature sont impunis, tant qu'il n'y a pas eu vérité et justice, la répétition est possible. Et ceux qui sont garants maintenant de la mémoire, de la demande de vérité, mais ce sont les enfants, les petits-enfants, c'est forcément les générations suivantes. Donc c'est très important, ce que tu as dit est très impressionnant et très bouleversant, de comment tu as dû dépasser une sorte un traumatisme. Mais la culpabilité, elle est chez tous les survivants, même ceux qui n'étaient pas combattants ou même ceux qui n'étaient pas parents de tortionnaires. Et c'est très important que la mémoire continue. Merci Hélène. Et oui, je sais qu'en Uruguay, déjà, chez les désobéissants, il y a des cas semblables aux miens. Donc pour répondre à ta question, oui, où un des membres de la famille était victime et l'autre bourreau. Et je pense que c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Bon, déjà, partager entre l'extrême droite, la droite et la gauche, ça arrive aussi. Mais bon, c'est vrai que des cas comme le mien, où il y a carrément un criminel contre l'humanité et puis des victimes, c'est peut-être un peu plus rare, mais ça arrive. Quelqu'un d'autre? Au fond là-bas. Très bien. Au fond. Moi, ok. Donc moi je suis Catherine Fleury, j'étais en Uruguay avant le coup d'État et mon frère de 18 ans a été séquestré par les militaires, torturé, disparu et ensuite il a fait 50 ans. Et donc je voulais parler à propos du pardon. Je voulais dire que d'abord ça concerne, quand on est des survivants, ça ne concerne pas la famille, ça concerne la personne qui a fait ces exactions. Et
pour moi, ni olvido ni perdone, jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit ou en prison, ou ait un jugement, ou nous ait dit où sont les os des disparus. Ce jour-là, le jour où tout ça, là on pourra tourner la page et on pourra pardonner. Mais avant, c'est pas possible. Et ça ne concerne pas du tout les familles. Moi, personnellement, c'était Gabasso, et pour moi, c'est un monstre total, mais je n'ai absolument rien contre la famille, quoi qu'ils en pensent. Ça ne me concerne pas, j'ai que du mépris pour ceux qui sont des salauds, ceux qui sont sympas, voilà. Mais pour moi, je ne mélange pas. Pour moi, c'est vraiment deux mondes différents. Et voilà, il y a le tortionnaire, et c'est tout, c'est sa responsabilité à lui. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas une position communément partagée. Enfin, elle n'est pas partagée par tout le monde. D'où, par exemple, certaines réticences vis-à-vis des désobéissants au début, de la part de certaines victimes, c'est que nous pouvons comprendre aussi. Donc voilà, mais je pense que vous avez tout à fait raison, sauf que il y a encore cet imaginaire, et il est vrai aussi qu'il y a pas mal de descendants de bourreaux qui revendiquent leurs crimes, et c'est le cas au Chili, et en Argentine aussi. En ce moment, il y a une grande négationniste qui est fille d'un bourreau, donc il y a une partie de vérité dans cette histoire de la transmission filiale, même si ce n'est pas une fatalité. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi. Oui. Salut Véronica, c'est Macarena. J'ai deux questions à te poser, plutôt littéraires. Non, par rapport à cette... Tu as dit que tu avais écrit d'abord le texte en français et que tu avais retraduit, non, si on veut, le texte en espagnol. Est-ce que tu as ressenti à un moment la trahison, non, si on peut dire, de la traduction avec toi-même, ou si tu as découvert des choses à un moment donné qui se sont dites en français et pas pensées forcément d'abord en espagnol? Comment a été ce processus-là? Et la deuxième question, c'est par rapport, et je te remercie beaucoup de faire la production des deux livres en même temps, parce que c'est les mêmes livres, mais tu as la version L'Homme, chez L'Homme, au Chili, et ici. Donc c'est très précieux d'avoir les résultats ici, les résultats là-bas. Je pense que c'est très important. Donc par rapport à ça, je voulais te demander comment a été la réception. Tu as fait le tour au Chili, à Santiago, il y a quelques semaines, non? Comment a été ça? Comment a été un peu les publics? Qu'est-ce qu'ils sont dit? Un peu les échanges que tu as trouvés là-bas. Merci. Merci Maga. Alors, je réponds d'abord à ta dernière question. Au Chili, la réception, elle a été très bonne. Je redoutais un peu les présentations que j'ai faites là-bas. J'en ai fait une dizaine à peu près, parce que j'ai fait le tour du Chili, puis je suis allée à Buenos Aires, à Mendoza, puis au Chili, dans plusieurs villes. Je redoutais au début, au moins la première, la deuxième, ou encore la présentation à Santiago, parce qu'il y a eu des réticences justement. Il y avait des gens qui disaient mais comment la nièce de ce bourreau peut présenter son livre, et surtout à Santiago, c'était dans un lieu de mémoire, Londres 38, un ancien centre de torture. Et donc c'est sur les réseaux sociaux qu'il y a eu certaines réticences, que comme toujours, enfin je comprends, je comprends de même que mes camarades, enfin il y a oui, ce poids de l'affiliation, mais dans le échange tête-à-tête et corps à corps, ça s'est très très bien passé auprès des anciens militants, des résistants, des victimes, des survivants. Vraiment, ça a été magnifique. Et par rapport à la langue, alors c'est une question très intéressante. Je ne sais pas si j'aurais écrit le même livre si je l'avais écrit d'abord en espagnol. Je pense que non. Le français m'a amené à lui donner une forme différente de celle que je lui aurais donnée dans ma langue maternelle. C'est curieux. Et en le traduisant,
parfois je faisais des allers-retours. Je trouvais que en traduisant en espagnol, je me disais ça serait mieux que je corrige ça en français, donc des allers-retours comme ça. Mais c'est une expérience curieuse que de se traduire soi-même. Donc parfois ça me plaisait, parfois pas trop, parce que j'avais écrit. Parfois j'étais d'accord avec moi-même, mais parfois pas tout à fait. Mais c'est un peu comme se dédoubler. Et je pense que ça fait partie aussi de mes dédoublements. Et autre chose, c'est que je ne crois pas que j'aurais été capable de le traduire de l'espagnol vers le français. Ça m'est déjà arrivé d'écrire des choses en espagnol et il me faut quelqu'un pour le traduire. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'après on va falloir finir, parce qu'on doit donner la salle plus tard à 20h30. Ma question est adressée au professeur sémoticien qui avait évoqué les syndromes de la post-mémoire et aussi à l'éditeur qui avait qualifié que la contribution de Véronique Stens n'était pas un témoignage. Ça veut dire, ma question pour les sémoticiens, c'est que cet contenu, quel impact peut avoir chez les lecteurs du point de vue thérapeutique, puisque un syndrome, c'est quelque chose en rapport avec la santé, de régler. Et puis, cet syndrome appelle à une amélioration, à un bien-être. Et c'est ça ma question pour vous qui êtes praticien. Il nous faut un petit peu de temps, parce que la question est intéressante et difficile. On ne peut pas la traiter si rapidement. J'ai connu en tant que psychothérapeute, surtout des adolescents, qui étaient porteurs d'une post-mémoire très handicapante. Et je me souviens d'un cas d'une jeune fille qui arrive dans son collège un matin avec une arme à feu et qui veut tuer tout le monde. Elle est immédiatement arrêtée et grâce à une amie psychologue qui s'occupe de ce cas, eh bien, on découvre qu'elle refait exactement les gestes dont elle a été victime lors de l'attaque de Phnom Penh, dont ses parents ont été victimes, lorsque, évidemment, on a vidé la capitale de ses habitants. Et donc, je crois que Véronica là, nous aide justement à comprendre ce qui se passe avec la post-mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui vous habite, mais que vous ne maîtrisez aucunement. Il ne s'agit pas de souvenirs, et il ne s'agit même pas de réminiscence, il s'agit de toute autre chose. Vous êtes possédé par un passé qui, dans le cas que j'évoque là, n'est même pas le passé de l'adolescente, mais de ses parents. Et elle est revenue de Phnom Penh, donc du Cambodge, elle est revenue alors qu'elle était encore un bébé. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur la transmission du traumatisme, et effectivement on s'aperçoit que le traumatisme peut tout à fait passer de l'adulte au bébé, et peut-être même avant la naissance. En fait, il y a beaucoup de recherches tout à fait impressionnantes sur ce problème de la transmission, non pas génétique d'ailleurs, mais on dit plutôt épigénétique, donc c'est pas inscrit dans le génome véritablement, mais dans la manière dont le génome est activé dans l'organisme. Donc voilà une réponse que je peux faire.
là, et donc je trouve que le livre de Véronica est un apport que moi je trouve décisif à cette question qui est toujours très actuelle et, vous l'imaginez, controversée, hein, quand il s'agit non pas de travailler sur le monde animal, mais de travailler sur le monde humain. Comment peut-on démontrer effectivement qu'un traumatisme passe effectivement de cette manière-là de l'adulte à l'enfant, alors qu'il est démontré, par exemple, des travaux tout à fait impressionnants et qui ont été publiés dans la revue Nature, qui est quand même une revue dont on ne peut pas contester la valeur. Eh bien, lorsqu'on fait subir à une génération de souris un traumatisme léger, on leur fait respirer une odeur de fleurs et en même temps, eh bien, une décharge électrique dans les pattes. Eh bien, on s'aperçoit que 2 générations après, eh bien, les descendants de ces souris donc, commencent à avoir un comportement de panique dès qu'on leur fait respirer l'odeur en question. Merci beaucoup. C'est avéré absolument. Merci beaucoup. C'est bon parce qu'il va falloir vraiment... Non. Avant juste une minute, je vous rappelle notre programmation de commémoration. Vous savez, toute la liste est là. Soyez présents, je crois que c'est important de tous les thèmes qu'on va partager. Et comme nous disons toujours, merci beaucoup à tout le monde pour être présent. Et nous résisterons jusqu'à ce que la dignité devienne une habitude. Merci beaucoup. Évidemment, ceux qui n'ont acheté parce que je vous dis, c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup.